Bonjour mes amis, voilà, donc j'avais envie de faire une vidéo. Je ne vous ai pas averti parce que je ne savais pas à quel moment j'allais la faire. Voilà, bon ben, j'espère qu'il y aura quelques personnes. Je vais attendre un petit moment avant de commencer. Donc, ben voilà, il y a déjà Jean-Luc et Farida, Muriel. Bon ben, bonjour, bonsoir. Donc, je vais vous parler de la situation à Gaza. Voilà. Bon, vous savez que il y a quelques jours, les Israéliens ont assassiné un chef du djihad islamique. Alors, salut Khaled, Mina, Aïssa, et ça m'a donné envie de faire le point un peu sur la bande de Gaza. Voilà. Eh ben, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui viennent, hein. Aïcha, Abdel. Bon, bon ben on va y aller, hein. J'ai envie d'intituler cette vidéo Israël a besoin du Hamas. Voilà. Donc, je m'explique. Dans le conflit actuel, c'est-à-dire depuis à peu près mardi, je crois, lundi ou mardi, il y a une espèce d'entente tacite entre Israël et le Hamas. Bon, donc je vous rappelle les événements. Israël a assassiné un chef, enfin ce qu'on appelle un assassinat ciblé. Bon. C'est-à-dire, bon, on suit quelqu'un et puis on assassine comme ça, disons, sans raison, sans procès, sans rien. Voilà. On s'arroge le droit d'assassiner son ennemi ou son adversaire. Et c'était un chef du djihad islamique. Et donc, le djihad islamique a répliqué en envoyant quelques centaines de roquettes. Euh, bon, autant vous dire tout de suite que c'était vraiment très inégal, parce que, vous savez, les médias occidentaux disent il y a eu 300 roquettes sur Israël. On a l'impression que ces 300 roquettes ont explosé au-dessus des villes israéliennes, alors que ce n'est pas vrai du tout. 90% de ces roquettes sont interceptées. Les 10% qui restent, en général, les Israéliens sont très bien organisés, ils rentrent dans des abris. Ce qui fait que, en tout, il n'y a même pas eu un seul mort israélien. Quelques blessés légers. Par contre, du côté palestinien, il y a eu 40 ou 50 morts, sans compter les blessés. Bon. Mais ce qui était surprenant, enfin en tout cas, on a vu que pendant 3 jours, le Hamas n'a pas bougé. Voilà. C'est comme si ça ne le concernait pas. Et donc, il y avait une espèce d'accord tacite entre Israël et le Hamas. C'est-à-dire que ce n'était pas dans leur agenda. Par contre, vendredi, il y a eu un tollé dans la bande de Gaza et vous savez que quand un Palestinien meurt, ils organisent une espèce de, comment dire, de salon de réception pour venir présenter les condoléances. Et les chefs du Hamas n'étaient pas les bienvenus. Et donc, il y a eu une espèce de, pendant jeudi, vendredi, comment dire, la population de Gaza n'était pas très contente. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gazaouis? À mon avis, avec l'accord des Israéliens, une espèce, bon, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ces deux ennemis, et donc, on a dit, bon, le Hamas va envoyer 2 roquettes sur Beersheba, vendredi soir. 2 roquettes qui ont été interceptées. Bon, d'accord. Et l'aviation israélienne a bombardé un bâtiment totalement vide. Il n'y a eu ni mort ni blessé. Et donc, le soir même, les leaders du Hamas sont allés présenter leurs condoléances et ils ont été bien accueillis. Donc, vous voyez un peu le jeu entre d'abord les deux, enfin, le Hamas, le grand dirigeant, et le djihad islamique, le numéro 2 à Gaza et Israël.
Donc, entre les deux, il y a quand même une compétition. Entre le djihad islamique et le Hamas, il y a une compétition. C'est-à-dire que le Hamas, il ne voyait pas d'un mauvais œil comment dire, que le djihad islamique se fasse taper dessus. Parce que le djihad islamique, finalement, il aimerait bien prendre la place du Hamas. Les deux organisations ont deux pourvoyeurs différents. C'est-à-dire, le djihad islamique, c'est plutôt l'Iran, le Hezbollah, alors que le Hamas, c'est plutôt le Qatar, etc. Le Qatar qui, d'ailleurs, chaque mois, fait venir des valises de 10 à 15 millions de dollars. Donc, vous voyez, bon, et chaque organisation a son agenda qui correspond à ses, comment dire, à ses possibilités, ses capacités, et puis l'agenda de qui il dépend. Donc, il y a quand même une lutte entre les deux. Et bon, ils ne peuvent pas s'entendre. En même temps, ils doivent être assez manipulés. Les Israéliens, on nous a déjà montré à quel point ils étaient capables de manipuler des organisations palestiniennes adversaires. Par exemple, dans les années 70-80, il y a eu énormément d'assassinats entre les organisations palestiniennes, mais manipulées par les services secrets sionistes. Bon, maintenant, le Hamas. Pourquoi je dis que l'Israël a besoin du Hamas? Il ne peut pas s'en passer d'ailleurs. Enfin, je vous l'expliquerai. Le Hamas a été introduit en 1982 par Ariel Sharon, ministre de la Défense à l'époque. Pourquoi? Pour affaiblir les nationalistes laïcs palestiniens. Donc, on lui a permis de revenir dans la bande de Gaza. C'est un peu comme, vous savez, au Maroc, par exemple, le roi Hassan II avait interdit la sociologie et la philosophie, et en introduisant l'éducation religieuse. Bon, on pense toujours qu'on va faire du religieux pour éliminer ou affaiblir les socialistes, les communistes, etc. Donc, en 2006, vous savez qu'il y a eu des élections et le Hamas a gagné, contrairement aux desiderata des Européens qui espéraient que Mahmoud Abbas allait recueillir la légitimité après la mort de Yasser Arafat. Or, le peuple palestinien a choisi le Hamas. Et là, c'est catastrophe pour les Européens qui ne pouvaient pas accepter de négocier avec le Hamas. Qui ne pouvaient pas, parce qu'Israël est derrière, il dit il n'est pas question de négocier avec le Hamas. Donc, le Hamas a pris le pouvoir à Gaza. Quand je dis a pris le pouvoir, certainement avec la bénédiction d'Israël. Parce que qui gouvernait à Gaza à ce moment-là? L'autorité palestinienne. Si Israël avait voulu renforcer l'autorité palestinienne, il aurait empêché le Hamas de prendre le pouvoir. Or, ça a arrangé beaucoup Israël que le Hamas prenne le pouvoir et chasse l'autorité palestinienne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons une Palestine divisée en deux. Déjà, la Palestine historique, Israël a pris 80%. De ce qui reste, c'est divisé en deux. Ça veut dire il y a la Cisjordanie et Gaza. Et ces deux parties évoluent différemment, antagoniquement, ce qui fait qu'il est probable, à moins que le régime israélien, le régime sioniste disparaisse, il est probable que la Palestine ne connaîtra jamais de nouveau l'unité. Ça veut dire entre la Cisjordanie et Gaza. L'avantage pour Israël, c'est qu'il dit, oh là là, avec qui on va négocier? Avec l'autorité palestinienne ou avec Gaza? Donc ça les arrange parce qu'ils disent, bon, on peut pas, ils sont divisés, on ne peut pas vraiment trouver un accord global. Le Hamas, ça l'arrange aussi parce que il se renforce par rapport il suit son agenda. Bon. Maintenant, en cas d'accord, pourquoi, à mon avis, s'il y a un accord de paix entre Israël et l'Égypte et la Palestine, enfin, entendons-nous, un accord de paix, ça veut dire que l'autorité palestinienne accepte un Bantoustan. À ce moment-là, Gaza sera donné à l'Égypte. Enfin, donné, ça veut dire on demandera à l'Égypte, contre quelques milliards de dollars, d'administrer Gaza. En tout cas, il est indéniable que Gaza ne reviendra jamais avec Ramallah. Bon. Pourquoi donc Israël fait
fait le nécessaire pour maintenir une certaine force à Gaza. Ça veut dire suffisamment fort pour constituer une menace, mais cette menace n'est aucunement dramatique pour Israël. Bon, parce que la seule possibilité pour le Hamas de nuire à Israël, c'est d'envoyer des roquettes. Or, la majorité de ces roquettes sont interceptées. Bon, maintenant, il se peut, on ne sait pas, il se peut que le Hamas produise des missiles qui peuvent atteindre Tel Aviv. À ce moment-là, ils auront un pouvoir de dissuasion. Mais je vais vous dire pourquoi Israël a besoin du Hamas et fait tout pour qu'il reste. Israël a la possibilité de détruire 90% des infrastructures du Hamas en quelques jours. Et ils ont une capacité de destruction terrifiante. Bon. Et ce n'est pas la communauté internationale qui va verser une larme sur la destruction de l'infrastructure de Gaza. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que s'il le fait, il y aura le chaos. Donc, le chaos entraînera soit le retour de l'autorité palestinienne, soit le retour de l'Égypte. Donc, de toutes les façons, une espèce de pacification de ce territoire. Or, Israël, pour des raisons internes, ne veut pas de pacification. Israël est le régime sioniste, dès le début, dès le début du XXe siècle. Il a tablé sur une existence de violence, de guerre, de domination. Évidemment, il y a eu l'hostilité régionale quand on a vu que le sionisme voulait créer un État juif et chasser les Palestiniens. Mais Israël n'a jamais cherché une solution pacifique. En 1967, il aurait pu trouver une solution. En 2002, la Ligue arabe a offert une solution, officiellement. Mais Israël ne veut pas la paix. D'abord parce qu'il veut dépasser les frontières qu'il a aujourd'hui. Il l'orgne probablement sur une partie de la Jordanie, donc traverser la rive du Jourdain. C'est une société qui est basée sur le racisme, l'apartheid, la notion de force. Donc c'est une société si Israël dépose les armes, mettons comme en France, c'est-à-dire un pays pacifique, Israël s'écroulerait. C'est-à-dire qu'il y a 7 ou 8 communautés antagoniques en Israël, au sein d'Israël. Il y a les Russes, les Éthiopiens, les Séfarades, les Ashkénazes, les religieux, les athées, etc., qui se vouent une haine terrible. S'il n'y avait pas la guerre à l'extérieur, ils se déchiraient entre eux. Deuxièmement, la guerre, l'état de tension, permet à Israël de maintenir les Arabes israéliens en dehors de toute vie sociale, culturelle, économique du système. Et bon, bien sûr, il y a quelques passages. Je vous rappelle que le système scolaire israélien est divisé en 2 parties. Un arabe de la crèche jusqu'au bac. Ça veut dire en France, il y a, mettons, 10 à 15% d'immigrés. On les voit partout, dans le métro, à la télé, etc. Enfin, quand même beaucoup. En Israël, on a l'impression que les Arabes sont vraiment relégués dans des endroits d'où ils ne peuvent quasiment pas sortir. Je vous rappelle que les Arabes peuvent très, très difficilement prendre un appartement ou acheter un appartement dans une ville juive. Donc, si Israël ne table pas sur la paix, ce système d'apartheid va s'écrouler. Et donc vont se mélanger. Et le rêve sioniste va disparaître. Donc Israël fait tout ce qu'il faut pour maintenir cet état de guerre. Je vous donne un exemple. Dans les années, je ne peux pas être sûr de l'année, mais peut-être 2010, 2011, Israël avait signé une trêve avec le Hamas. Bon, cette trêve tenait depuis 1 an, mais c'était insupportable. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Israéliens? Ils ont assassiné un ingénieur. C'est un ingénieur du Hamas. C'est une histoire très connue. Et donc, ça a déclenché une nouvelle guerre. Ça veut dire qu'en fait, le régime sioniste ne peut pas faire la paix. Bon, maintenant, dans ces conditions, cet arrangement entre Israël et le Hamas n'est que temporaire. Comment dire, il dépend de l'agenda du Hamas cette semaine était qu'une guerre
ça ne lui convenait pas, pour toutes sortes de raisons qu'on ne connaît pas, certaines qu'on peut connaître, et pour Israël non plus, ça ne lui convenait pas. Par exemple, quand le Hamas, si Israël voulait vraiment punir le Hamas qui a envoyé 2 roquettes, comme je vous ai dit, juste pour la forme, mais Israël aurait bombardé, enfin, je ne sais pas, vous imaginez. Donc, Israël ne l'a pas fait parce que les deux se sont entendus que ce n'est pas le moment de faire la guerre. Et on va continuer ce jeu en espérant, le Hamas va espérer que le sionisme arrivera un jour ou l'autre à son terme. Ça veut dire puisqu'il ne peut pas y avoir de paix possible entre ces deux ennemis. Israël, le régime sioniste, le sionisme, a établi comme principe de base au départ qu'il ne peut pas y avoir deux nationalismes sur ces terres. On ne peut pas se la partager. Voilà. Il faut être conscient qu'une paix, c'est-à-dire véritable, entre deux peuples qui ont chacun un État indépendant, est totalement impossible. Donc, les sionistes ont établi cette règle. Il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme sur cette terre. Aujourd'hui, c'est le nationalisme sioniste. Mais demain, on ne sait jamais, le Hamas peut tabler sur la fin de cette idéologie qui, n'ayant aucune autre solution que la guerre à outrance, jusqu'au bout, un jour ou l'autre, et c'est ma conviction d'ailleurs, que ça ne peut pas durer éternellement et qu'un jour ou l'autre, le sionisme prendra fin et c'est à ce moment-là, le nationalisme palestinien occupera ces terres à l'exclusion de l'autre nationalisme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je regarderai vos commentaires. Et puis, bon, s'il y a un sujet intéressant, je reviendrai vers vous. Et surtout, non, j'avais aussi peur que sur le plan technique, ça ne marche pas. Donc, voilà, la technique ne m'a pas abandonné. La télévision est allée à son terme. Comment dire, la vidéo est allée à son terme. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup.